Bonjour, je suis Régis Rankongo. Je vais vous entretenir sur l'idée d'une communauté économique catholique au Gabon. Alors, communauté économique catholique au Gabon, pourquoi? Pour aborder cette thématique, nous allons dans un premier temps voir le contexte socio-économique de notre pays. Ensuite, nous allons voir les aspects socio-démographiques. Nous allons ensuite parler de certains atavismes des Gabonais. Nous allons enfin continuer par les opportunités qui s'ouvrent à nous à l'ère de la transition, non sans avoir évoqué certains axes de développement autour de l'implémentation d'une communauté économique catholique, par le biais de certains projets porteurs et de certaines actions qui pourraient justement permettre de mettre sur les rails cette communauté économique. Parlons du contexte socio-économique. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le Gabon, notre pays, est un pays à revenu intermédiaire, qui a un PIB de à peu près 20 milliards de dollars, ce qui équivaut à 13 000 milliards de francs CFA, à peu près un peu plus de 3 fois notre budget actuel. Mais ce PIB est trompeur, pourquoi? Parce qu'il est constitué, cette richesse créée par le Gabon est constituée principalement par des entreprises à capitaux non gabonais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les richesses qui sont créées dans notre pays ne nous appartiennent pas, malheureusement, et que la communauté économique gabonaise, pour parler de notre pays, est quasiment inexistante. Sur le champ économique, nous avons que très peu de multinationales gabonaises. On va en citer quelques-unes, mais il n'y en a qu'une en fait, en réalité dans le domaine financier, donc BGFIBank, le groupe BGFIBank qui est une multinationale. On a certains champions qui sont en train de se consolider comme Petro Gabon ou encore le groupe Mika, ACK. Mais on a très vite fait le tour d'horizon sur ce qu'on peut appeler le tissu économique gabonais, donc c'est-à-dire que les sociétés à capitaux gabonais. On a le groupe Sekagadis, on a le groupe Compagnie du Como, mais vous voyez que le poids de ces sociétés dans le PIB, donc richesse créée par notre pays, est relativement faible. Donc il y a déjà au niveau de notre pays la nécessité de créer une communauté économique gabonaise. Lorsqu'on compare notre PIB de 20 milliards de dollars à d'autres pays en Afrique, on se rend compte que là encore, c'est assez faible quand on prend le Nigeria qui a 477 milliards, l'Afrique du Sud 420, l'Égypte 405, l'Algérie 163, le Maroc 142, la Côte d'Ivoire 70, le Cameroun 45 à côté de nous, 45 milliards, le Sénégal 28. On se rend compte que voilà, la richesse créée, il y a de la marge. Au niveau mondial, lorsqu'on prend les plus gros, les États-Unis, donc on parlait de 20 milliards pour le Gabon, on est à 25 000 milliards aux États-Unis, 18 000 milliards pour la Chine. Donc voilà, en termes de communauté économique, vous avez un peu une idée du poids du Gabon dans le concert des nations. Lorsqu'on ramène ce PIB au nombre d'habitants, là, ça devient plus intéressant parce que, ayant une population assez faible, le PIB par habitant du Gabon nous fait ressortir à un niveau intermédiaire assez confortable dans les chiffres, ce qui n'est pas forcément la réalité dans les faits, parce qu'il y a une répartition des richesses qui est inégale du fait justement de l'inexistence de cette communauté économique gabonaise. Cette année, les autorités de transition ont proposé un budget à 4 162 milliards, faisant la part belle sur l'investissement qui a net hausse et privilégiant une politique permettant de favoriser
la distribution des marchés aux PME gabonaises. Donc là, il y a un effort qui est pris par les autorités et les pouvoirs publics pour pouvoir justement mettre en place ce qui pourrait représenter justement le soubassement de la création d'une communauté économique gabonaise. Pour prendre les exemples qui ont marché en Afrique, donc l'exemple le plus parlant en général, c'est celui du Nigeria, avec le président Obasanjo entre 1999 et 2007, donc pendant ces 2 mandats, qui a eu comme leitmotiv principal la création de champions nationaux au niveau du Nigeria, avec un système économique protectionniste qui a favorisé justement la distribution des marchés aux opérateurs économiques locaux, à la concentration sectorielle pour pouvoir avoir des champions nationaux dans la plupart des secteurs qui représentaient les points forts du Nigeria, donc notamment l'industrie, le pétrole, la finance, le BTP avec Dangote et Lumelu dans le secteur bancaire et d'autres géants pétroliers qui ont été confortés par les politiques publiques au Nigeria sous l'ère Obasanjo. Toujours sur le contexte socio-économique, on va essayer de faire un tour d'horizon des différents secteurs de l'économie gabonaise et toucher du doigt la réalité selon laquelle, justement, la communauté économique gabonaise n'existe pas. On prend l'exemple du secteur pétrolier où la plupart des majors qui sont installés et même les sous-traitants sont des sociétés de capitaux américains, français ou chinois. Notamment, et même au niveau des marketeurs, donc les sociétés qui font la distribution de carburant. Dans le secteur minier, c'est pareil. Donc, ce sont essentiellement des majors françaises, indiennes ou chinoises. Et plus récemment, on a des Australiens qui sont venus s'installer. Dans l'industrie du bois, c'est pareil. Donc, ce sont des Indiens ou des Chinois qui ont pris la place au niveau de l'industrie, puisque les forestiers, ça reste principalement les Français. Secteur du transport, pareil. Donc, c'est, on va dire que, bon, voilà, le transport public, beaucoup plus de Camerounais, Béninois. Dans les BTP, français, libanais, ouest-africains. Dans le commerce, libanais, mauritanien, malien, ouest-africain. Agro-industrie, agriculture, là encore des Indiens, des Français, et puis burkinabés, microfinance, camerounais, béninois, télécom, marocain, français. Secteur où on peut retrouver à peu près des Gabonais, bon, on va dans le divertissement, donc tourisme, hôtel, motel, bar, snack, restaurant, et puis bon, l'immobilier, la location, un peu dans l'artisanat et les petits commerces. Donc, ici, vous avez clairement la question de la communauté économique gabonaise qui est sur la table et qui peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Bon, on a les facteurs géographiques, hein, d'aucuns parlent de terres d'abondance, forêts luxuriantes, donc avec tout à portée de main, donc qui a bridé un peu les velléités, notamment dans le secteur commercial ou marchand, et qui a fait de la population gabonaise, les politiques publiques aidant, une population plutôt administrative, de bureaux. Donc, là, nous avons le décor planté sur ce qui est aujourd'hui l'existant de la communauté économique gabonaise. Parlons du contexte socio-démographique. Au niveau de la démographie du Gabon, puisqu'on a commencé par la communauté au niveau national, on se rend compte que les chrétiens représentent près de 80% de la population, les musulmans un peu moins de 10%, et le reste, donc animistes, gnostiques, croyances diverses, voilà le reste du pourcentage. Mais, à contrario, on voit que sur le plan économique, cette dominance démographique en termes de poids, en termes de pondération, n'est pas retranscrite sur le plan économique. Pourquoi?
Donc là encore, c'est une question qu'il va falloir regarder. Donc les autres communautés, la communauté musulmane notamment, ont une meilleure organisation sur le plan économique et on va voir pourquoi. Et quels peuvent être justement les signaux ou les facteurs qui peuvent être les indicateurs à retenir pour pouvoir développer un modèle ou une communauté économique catholique. Aujourd'hui, au Gabon, on a eu les deux régimes passés, qui ont été dirigés par des musulmans. Donc on peut dire que ça a quand même aidé à favoriser l'essor d'une communauté économique musulmane parce que les bailleurs de fonds, la présidence publique a quand même pesé de tout son poids pour que la communauté musulmane ait suffisamment de subventions pour pouvoir évoluer sur le plan économique. Donc, on va regarder ce qu'on peut appeler les atavismes gabonais, donc ce qui expliquerait le fait que cette communauté économique prenne du temps à s'établir. Donc, on a le fait qu'aujourd'hui, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, contextuelles, que nous soyons beaucoup plus une société de consommation. D'accord? La deuxième raison, c'est que on n'a pas de culture financière, donc l'éducation financière. Aujourd'hui, dans les ménages, la plupart des ménages, qu'ils soient des fonctionnaires ou des agents du secteur privé, lorsque les Gabonais sont payés, au bout de 10 jours, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent et on recourt à l'endettement pour pouvoir tenir ou boucler les fins de mois. Donc aujourd'hui, cette question, elle est cruciale. La question de la culture financière, l'éducation financière. Et je pense que c'est un sujet dont doivent se saisir les paroisses, les CEVB, les groupes et mouvements d'action catholique au niveau de notre communauté économique, notre communauté catholique au Gabon. Donc ça, c'est très important. La culture financière, l'éducation financière des ménages. Comment on gère un budget, comment on gère un salaire, comment on se projette. Et ça, c'est le prochain atavisme. C'est que nous avons des difficultés de projection, de planification. Donc, les difficultés de planification, ce n'est pas dans notre culture. Et même au niveau du gouvernement, donc la plupart des pays développés ont des plans stratégiques sur 10, 20, 50, 100 ans. Je prends l'exemple de la Chine, la République populaire de Chine, qui a un plan stratégique sur 100 ans. Donc, dans les 100 prochaines années, peu importe les gouvernements qui vont se succéder à la tête de la Chine, le cap, il est déjà fixé. Il y aura des ajustements à la marge, tenant compte du contexte mondial. Il peut y avoir une guerre, la Chine peut être attaquée sur le plan économique, sur le plan militaire. Ça peut obérer la vision stratégique qui a été initiée, originée, mais le cap, il est lancé. Il y a des ajustements à la marge. Donc là, il y a un désir de projection qui permet aux opérateurs économiques de se projeter, de eux aussi de mettre en place une planification, des plans stratégiques pour pouvoir s'arrimer au programme de développement du pays. Dans tous les secteurs. Le secteur du BTP, le secteur de l'énergie, le secteur des télécoms, des finances. Et ça dépend beaucoup de la vision stratégique du pays, donc la planification du pays. Donc malheureusement, au Gabon et en Afrique, on annonce des plans, mais qui en général ne sont pas suivis et qui ne permettent pas aux opérateurs économiques de se projeter. Et c'est pareil pour les ménages. Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel ménage, vous demandez au papa, à la maman, bon, écoutez, dans 5 ans, où est-ce que vous voyez, quels sont vos projets dans 5 ans pour votre famille? Vous prenez n'importe quel actif qui est là aujourd'hui, bon, dans 10 ans, où est-ce que vous voyez? Donc, une fois que vous avez votre projet, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quel plan d'action vous avez mis en place pour atteindre ces objectifs-là dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Dans la plupart des cas, personne ne saura répondre à cette question. Donc ça
c'est un problème. On vit au jour le jour. Et en vivant au jour le jour, malheureusement, on ne peut pas s'en sortir. Donc ça, ce sont des atavismes qu'il va falloir regarder lorsqu'il va falloir se poser la question de l'érection d'une communauté économique catholique. Nous avons un rapport conflictuel avec la discipline. Donc ça, c'est un atavisme gabonais. Le fait que la transition soit menée par des militaires, mais au bout du jour, le fait qu'effectivement, les Gabonais ont un problème avec la discipline. Donc faire les choses à l'heure, arriver à l'heure, respecter l'engagement donné, les délais, parce qu'aujourd'hui, un opérateur économique, pour qu'il se distingue, quels sont les facteurs clés de réussite? Il faut qu'il respecte les délais. On lui donne un marché, on dit le marché c'est 18 mois. S'il livre le marché en 16 mois, il peut être sûr que lorsqu'il y aura un autre marché, à condition que le marché livré a été fait dans les meilleures conditions, on est bien d'accord, mais il peut être sûr que lors d'un prochain marché, on pensera à lui en premier. Bon, celui qui va livrer le marché au lieu de 18 mois en 36 mois, bon, vous voyez que, bon, lui déjà, ça va être compliqué. Donc, même si, là j'ai parlé de façon grossière, mais la livraison d'un marché n'est pas forcément uniquement de l'opérateur, ça peut aussi dépendre du maître d'ouvrage qui peut, s'il est tenancier de la bourse, lui-même occasionner les retards. On est bien d'accord, mais d'une manière générale, d'accord, parce que l'État n'est pas le seul pourvoyeur de marché, mais d'une manière générale, les questions de discipline et de rigueur dans la gestion et dans la gouvernance sont malheureusement le talon d'Achille des opérateurs économiques gabonais. On a aussi le fait d'avoir un rapport avec l'autorité qui est un peu biaisé au niveau du Gabon. Au Gabon, je trouve que le rapport à l'autorité est un peu trop obséquieux. L'autorité est divinisée à la limite au Gabon, et ça c'est un problème. Ça c'est un problème. On a un rapport malsain avec l'argent, donc ça rejoint la question de la discipline, de la gouvernance dont je parlais tout à l'heure. C'est que bon, malheureusement, il y a un gros souci dans le rapport avec l'argent au niveau du Gabon. Donc ça c'est un point qui est important. Et puis on a une assez forte culture de l'assistanat. C'est-à-dire que dans nos familles, bon, il y a toujours une ou deux personnes qui ont réussi. Bon, on ne fait rien, bon, on sait que bon, voilà, j'ai quand même un parent qui est ministre, j'ai quand même un parent qui est député, j'ai quand même un parent qui est, je sais pas moi, gouverneur, ambassadeur. Donc même si moi je fais rien, je peux aller pleurer à la fin du mois chez mon parent, j'aurai quelque chose à manger. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éradiquer de nos mœurs. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous dans cette ère de la transition? Déjà, la première opportunité, c'est que on a un président de la transition qui ostentatoirement s'affiche comme étant catholique. Donc c'est assez nouveau pour le souligner. Et donc, par voie de conséquence, puisque nous sommes un pays où, je vous ai dit tout à l'heure, dans les atavismes gabonais, on a un rapport à l'autorité qui est biaisé, vous allez voir que tout l'aéropage présidentiel ou le gouvernemental voudra s'afficher, renouer avec son catholicisme d'antan, ou se convertir pour ceux qui étaient devenus musulmans. Vous allez le constater. Les musulmans qui vont venir vont devenir catholiques, et puis des anciens catholiques qui vont revenir à la maison. Bon, c'est l'opportunisme à la gabonaise. Mais ça reste une opportunité parce que aujourd'hui, l'Église catholique a souffert justement de ce manque d'accompagnement, même si l'Église catholique n'a pas à être tributaire du gouvernement, mais quand même, nous vivons dans un État où l'État, les autorités doivent être bienveillantes à l'égard de toutes les communautés. Et il est certain que
par le passé, ce n'a pas toujours été le cas. Donc ça, c'est une opportunité. D'ailleurs, cette opportunité s'est concrétisée par le fait que le futur dialogue national va être dirigé par l'Église catholique par le biais de l'archevêque de Libreville. Donc ça conforte le fait que aujourd'hui le président de la transition compte s'appuyer sur l'Église catholique. On espère que ça aura des conséquences aussi sur le plan économique et financier, donc à travers des subventions de l'État, la convention cadre qui jusqu'alors n'était respectée que de façon parcimonieuse, et que justement ce dialogue national qui va s'ouvrir va permettre justement à l'Église catholique de prendre toute la place qui devrait lui revenir dans notre pays. Quels peuvent être les axes de développement pour la création de cette communauté économique catholique au Gabon? Déjà, il faudrait que tous les groupes et mouvements laïcs qui ont cette appétence-là se mettent ensemble pour créer une synergie. Je pense aux femmes catholiques, je pense au Raja, je pense à la CUJ, je pense au MCC, je pense au MCR, je pense à Caritas. Donc, ce sont autant de groupes et mouvements qui doivent se mettre en synergie pour pouvoir justement, à l'intérieur de chacun de ces groupes, créer progressivement cette communauté économique catholique. Il faut qu'il y ait un réseau de salariés catholiques. Donc, quand je parle de salariés, je pense aux salariés du secteur public, les fonctionnaires, aux salariés du secteur privé qui se mettent en réseau. Pourquoi? Pour déjà partager des informations. Il peut y avoir des opportunités d'emploi, de concours, de stages dans les différentes organisations auxquelles ils appartiennent. Et cette information-là doit circuler dans la communauté économique de sorte qu'il y ait une préférence catholique. Donc lorsqu'on veut embaucher quelqu'un, on pense d'abord à la communauté. Lorsqu'on veut recruter un stagiaire, on pense d'abord à la communauté. Lorsqu'il y a un concours, on pense d'abord à la communauté. Lorsqu'il y a des... etc., etc. Il faut qu'il y ait également un réseau d'entrepreneurs catholiques. Donc aujourd'hui, il y a des catholiques qui sont entrepreneurs, mais qui ne sont pas en réseau. Chacun est dans son coin. On a quelqu'un qui a des machines pour faire les briques, pour tourner le béton, il est dans son coin, il se bat seul pour avoir ses marchés, etc. On a des bons menuisiers qui sont dans leur coin et qui se battent seuls pour faire leur marché, pour avoir leur marché, etc. Dans différents secteurs, nous avons des catholiques qui opèrent. Il y a 3-4 ans derrière, on a organisé un forum économique catholique. On s'est rendu compte qu'il y a des catholiques comme des stations-service qui ont mais vraiment des activités diverses et variées. Donc il faut qu'on arrive à mettre tous ces entrepreneurs-là en réseau, qu'ils se parlent, qu'ils fassent un partage d'expérience, qu'ils fassent aussi un partage d'informations. Aujourd'hui, il y a des opérateurs à qui on confie des marchés, mais qui ne peuvent pas réaliser ces marchés seuls. Donc, qui ont besoin de sous-traitants, qui ont besoin... Mais il faut qu'en priorité, ces opérateurs économiques viennent puiser dans la communauté pour réaliser les marchés ensemble, monter en compétences ensemble, de sorte que, et ça doit partir de nos paroisses, parce que c'est les premiers viviers de marché, ça doit être nos paroisses. Pourquoi? Aujourd'hui, dans les différentes paroisses, les paroisses ont vocation à s'agrandir, donc à faire des travaux, rénover les églises, tout ce qui est cure, les accotements, les salles de répétition, de réunion, etc. Mais ce sont autant de marchés pour nos opérateurs qui sont dans différents secteurs, la menuiserie, les peintres, les maçons, ceux qui font les briques, ceux qui font les charpentiers, etc. Donc c'est à nous, aux opérateurs économiques catholiques, qu'on doit confier tous ces marchés-là. De même que le marché du textile, on sait que au niveau de l'Église catholique, bon, les religieux, les religieuses, même les pères diocésains, bon, il y a quand même un certain dans la liturgie au niveau de l'habillement, au niveau du textile, il y a quand même de quoi faire pour nos opérateurs économiques pour pouvoir accompagner. Donc, on peut leur donner ce marché-là, confectionner les toges, les soutanes, etc.
Donc pareil, donc, on peut parler aussi de tout ce qui est sacrement. Donc, bon, voilà, sacrement, baptême, communion, confirmation, mariage, ordination. Donc, voilà, ça c'est aussi un marché. On peut aussi parler de décès, des funérailles. Donc, vous voyez que cercueil, vous avez, bon, le marché des pompes funèbres, c'est un peu difficile d'entrer, mais déjà tout ce qui est habillement des défunts, tout ce qui est chapelle ardente, gerbe de fleurs, etc. Et même salle pour pouvoir pleurer, nos morts une dernière fois, et même l'accompagnement, pourquoi pas un cimetière à terme. Donc ce sont autant de perspectives qui s'offrent à nous en ce qui concerne euh, les entrepreneurs catholiques. Donc on peut aussi créer un réseau d'étudiants catholiques. Donc un réseau d'étudiants catholiques qui pourrait s'entraider pour obtenir des logements, pour s'échanger des livres, pour travailler ensemble, ceux qui sont dans les mêmes filières, pour partager des informations sur les bourses, pour soutenir ceux qui sont en avance en master, soutenir les licences, etc., en doctorat, soutenir ceux qui sont dans les classes inférieures. Donc créer un réseau d'étudiants catholiques qui eux seront les futurs opérateurs économiques de demain ou les futurs salariés de demain. Et puis surtout la base, c'est développer le concept de préférence catholique. Donc ce que je disais tout à l'heure, dans tout ce qu'on fait, lorsqu'on veut faire quelque chose, une action, est-ce qu'il n'y a pas un catholique qui peut faire ça, qui est bon? On ne va pas aussi faire du favoritisme pour encourager la médiocrité. Donc il faut tirer tout le monde vers le haut. Si la personne n'est pas encore au niveau, on en parle avec elle, la personne nous ramène quelqu'un de qualité, ils travaillent ensemble, et puis le transfert de compétences se fait pour que, à terme, ce soit notre communauté qui prenne en charge tous nos marchés. Donc tout à l'heure, je parlais de démographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les communautés économiques les plus fortes aujourd'hui dans notre monde, on a la communauté juive. Et la communauté juive, ce n'est pas les plus nombreux. Les juifs, ils sont moins de 100 millions dans le monde. On a la communauté libanaise, donc eux aussi, on a l'impression qu'ils sont partout, mais ils ne sont pas nombreux du tout. Hein. Les Libanais sont plus nombreux à l'extérieur de Liban que chez eux. Pour revenir chez nous en Afrique, on a quand même des communautés, différentes communautés musulmanes, les Djoula en Afrique de l'Ouest, les Aoussa en Afrique centrale, on a les Bamileke, qui sont des communautés économiques qui sont organisées. Pourquoi? Parce qu'il y a la préférence, il y a l'identité, donc je parle de repli identitaire, pas dans le sens péjoratif, mais systématiquement, il y a la préférence à la communauté pour tout. Tout ce qui est marché, tout ce qui est tout. Ce qui fait que l'argent tourne à la communauté et ça fait grandir la communauté, ça participe à financer la communauté. Et nous, on est une communauté catholique, on a la communauté des laïcs, mais on a aussi la communauté des clercs, des religieux, des religieuses, qu'il faut soutenir aujourd'hui. Parce que c'est une communauté qui est fragile, que l'on parle de la sécurité sociale, l'assurance maladie, ou encore même la retraite, ce sont des sujets qu'on doit pouvoir aborder, sur lesquels on doit pouvoir réfléchir, comment on organise la couverture maladie de nos prêtres, de nos sœurs, de nos religieux, de nos religieuses, de nos évêques. Il y a des catholiques, des laïcs catholiques qui sont experts dans ces domaines-là. Mais ils sont experts dans leur domaine, dans leurs entreprises, et là, quand ils viennent le dimanche à l'église, ils ne mettent pas à profit cette expertise-là pour la communauté. Non, la communauté doit pouvoir bénéficier de l'expertise de tous ces enfants. Donc il faut qu'on s'asseye pour réfléchir, on dit, bon, ok, comment on fait pour prendre en charge la couverture santé, la couverture retraite, l'après, sacerdoce de nos religieux. Donc il faut la communauté commence à se saisir de ces questions. D'accord?
Et donc, quelles peuvent être les actions à court, moyen, long terme qui peuvent nous permettre de, justement, faire naître cette communauté économique catholique? On va vous citer quelques-unes, mais le foyer, c'est vraiment, voilà, dans nos paroisses, parce que c'est la communauté, elle commence là, dans nos paroisses. Donc, il faut qu'on arrive déjà à constituer des bases de données au niveau informationnel, d'accord, pour répertorier dans nos différentes paroisses les différents opérateurs économiques par catégorie, les salariés par catégorie, les étudiants. Et il faut qu'on arrive à créer une base de données la plus détaillée possible. D'accord? Il faut qu'on arrive à animer des séminaires progressivement pour inculquer dans les CEVB, dans les paroisses, dans les groupes et mouvements, la culture financière, l'éducation financière, au niveau familial, au niveau paroissial, au niveau entrepreneurial, pour les salariés. Il faut qu'on arrive à créer une bourse des marchés pour pouvoir partager l'information sur les marchés qui s'offrent à nous aujourd'hui. Il faut qu'on crée une bourse de l'emploi pour pouvoir partager des informations sur les différents emplois à pourvoir. Et ce ne sont pas des termes qui sont, quand on parle de bourse de l'emploi, enfin, ça a l'air un peu savant comme ça. Mais c'est très simple. On crée une plateforme WhatsApp, d'accord, avec un représentant de chaque... enfin, pour ce qui est des entrepreneurs catholiques, les différents entrepreneurs qui viennent, qui partagent des informations. Ensuite, il faut pouvoir organiser des rencontres au moins à fréquence trimestrielle ou semestrielle pour qu'il y ait des échanges, des partages d'expériences, mais aussi du tutoring sur comment répondre à un appel d'offres, à un marché, etc., etc. Pareil pour tout ce qui est bourse de l'emploi, ce sont des groupes WhatsApp, donc on crée un forum où on partage l'information et puis on accompagne les personnes pour dire, bon attention, là il va falloir passer l'entretien, il faudra éviter tel piège, tel autre piège, etc. D'accord? Pareil pour les étudiants, créer une plateforme pour partager des informations sur les bourses, sur les logements, etc. D'accord? Et pour revenir à nos paroisses, il faut que les paroisses deviennent en fait le foyer de la transmission de ces valeurs-là. Donc les nouvelles autorités nous parlent de restauration des valeurs. Et donc, ces valeurs doivent pouvoir être transmises dès le plus jeune âge au niveau des paroisses par la création de centres multimédia paroissiaux, des bibliothèques paroissiales. Ça doit être des endroits où déjà on permet aux jeunes paroissiens de ne plus traîner dans les rues, dans les bars, dans des endroits peu fréquentables, d'avoir un endroit au niveau de la paroisse où ils peuvent venir étudier, ils peuvent suivre un tutoring d'aînés, d'accord, qui sont étudiants ou bien qui sont dans la vie active, ils peuvent avoir accès à des livres, ils pourront avoir accès à une connexion Internet, bien entendu encadrée, à des séminaires de formation, et ce sera le lieu pour les différents acteurs de venir justement distiller ces concepts qui vont progressivement restaurer les valeurs dans notre société via nos paroisses, via nos CVB, via nos groupes et mouvements. Donc l'idée d'érection de bibliothèques, de centres multimédia paroissiaux. Donc ça, c'est très important. On a modélisé, pour vous parler, je vous parlais de la prise en charge des prêtres et tout ça. Au niveau du MCR, la création d'une microfinance catholique. D'accord, pour accompagner les paroisses, les groupes, les mouvements, les confréries, les congrégations, justement dans le financement de leurs activités et dans l'épargne également. Donc, qu'elles soient mieux structurées, qu'on offre des produits d'épargne, qu'on offre des produits de complémentaires retraite, etc., etc. Qu'on offre aussi des produits pour accompagner les différents groupes qui font des tontines, qui font des cotisations pour pouvoir financer leurs activités, etc. Donc, des produits qui vont être créés à la carte en fonction de nos mœurs, parce que les produits bancaires ou financiers qu'on importe ne sont pas forcément adaptés à nos valeurs et à nos coutumes. Donc, la création d'une microfinance et enfin la création d'une business school catholique qui sera aussi là le lieu de diffuser
des valeurs liées à la création et à l'érection d'une communauté économique catholique. Donc, je vous remercie.